200 000 hectares de cacao, plantés au cœur du Sahel. Folie pure ou déclaration de guerre contre la fatalité. En une phrase, le capitaine Ibrahim Traoré a secoué le Burkina Faso, et le monde a tremblé d'incrédulité. Cultiver du cacao dans le désert, là où la terre boit davantage de soleil que de pluie, rêve insensé ou affirmation puissante de liberté. En Europe, le scepticisme a laissé place au sarcasme. À Paris, Berlin, Washington, experts et éditorialistes ont vitraillé ce projet colossal. Impossible, ont-ils tranché. Absurde, ont-ils ricané. Dans les salles de rédaction occidentales, ce rêve africain n'était plus qu'une plaisanterie, une chimère vouée à l'échec. Les titres de journaux se multipliaient, le mirage burkinabé, le cacao, un luxe pour le désert. Certains économistes dressaient des graphiques pour démontrer que l'évaporation d'eau dans le Sahel dépasserait toute tentative d'irrigation. D'autres rappelaient en l'échec cuisant de la culture du coton dans cette même région, il y a une 50aine d'années. À l'époque, la Banque mondiale avait financé un projet similaire, et les récoltes avaient péri faute d'eau et de main-d'œuvre. Les médias sociaux, eux, s'enflammaient de mèmes et de blagues. On imaginait des chocolats du désert, fondant sous le soleil, ou des chameaux chocolatiers. Mais derrière ce sarcasme se cachait une angoisse réelle. Et si, contre toute attente, le Burkina Faso réussissait là où tant d'autres avaient échoué? Mais pour le peuple burkinabé, ces 200 000 hectares ne sont pas un pari ridicule. C'est un acte de défi, un geste de souveraineté. Un refus de l'image d'une Afrique condamnée à la misère ou à la dépendance. Traoré n'a pas seulement promis des fèves de cacao. Il a semé la possibilité d'un avenir sans chaîne, une dignité retrouvée, une renaissance collective. Pour nombre de Burkinabés, c'est comme si l'histoire de Thomas Sankara, qui avait lancé la Révolution verte des années 80, reprenait vie sous une nouvelle forme. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de changer les cultures vivrières, mais de s'attaquer à un symbole mondial, le cacao, synonyme de richesse, de douceur, de commerce équitable. C'est aussi revendiquer une part du gâteau mondial, alors que la majorité du cacao consommé sur la planète provient déjà de l'Afrique de l'Ouest, mais sans profiter réellement à ses producteurs. Les souvenirs amers des contrats inéquitables passés avec de grandes multinationales, qui achetaient à vil prix, sont encore dans toutes les mémoires. Aujourd'hui, planter du cacao, c'est réclamer une part d'histoire, une place à la table des décideurs. Pourquoi l'espoir africain provoque-t-il le rire, alors que la fatalité de la faim ne scandalise plus? Pourquoi les rêves d'un continent sont-ils piétinés, tandis que ces tragédies deviennent banales? Ce projet va bien au-delà de l'agriculture. C'est la capacité d'un peuple à croire en lui-même qui se joue, son image, sa dignité, sa volonté d'affronter le mépris du monde entier. L'humour cynique des médias occidentaux contraste cruellement avec la dignité silencieuse des paysans burkinabés. Il rappelle en écho la réaction de l'Europe lors des indépendances africaines. À chaque grande déclaration de souveraineté, on riait, on prédisait la faillite, mais on oubliait que la dignité n'a pas de prix. L'histoire a montré que ce sont souvent les rêves jugés impossibles qui bouleversent le cours du monde. La traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb, la construction du canal de Suez dans le désert, ou encore la longue marche de Mao en Chine, pourtant raillée à leur époque, sont devenues légendes. Ici, il ne s'agit pas seulement de cacao. Il s'agit d'exister autrement que dans la souffrance, de gagner le droit d'espérer, de transformer le sable en promesse, et de refuser l'humiliation comme destin. Le cacao devient le prétexte à une émancipation profonde. Il s'agit de montrer aux enfants qu'ils ne sont pas condamnés à l'exil, aux femmes qu'elles peuvent bâtir leur propre prospérité, aux anciens que leur terre n'est pas stérile par essence. Un peu comme le miracle du riz à Madagascar, où une réforme agraire audacieuse a permis une autosuffisance inespérée, le Burkina Faso rêve d'une révolution du cacao qui ferait mentir les pronostics. Ce rêve fou se heurte désormais au sable brûlant, à la sécheresse et au regard du monde. Mais derrière chaque graine plantée, une question demeure. Jusqu'où ira la résistance? Peut-on imaginer, dans quelques années, voir des chocolateries locales exporter des tablettes estampillées « Sahel,
rivalisant avec les grands crus d'Équateur ou de Côte d'Ivoire. Peut-on rêver d'un label « Cacao du désert », symbole d'une victoire de l'ingéniosité sur l'adversité? Comment un peuple assoiffé par la sécheresse peut-il rêver de cacao, ce fruit synonyme de richesse ailleurs? Le Sahel n'est pas qu'un désert stérile. C'est une terre où le soleil brûle les sillons, où chaque saison la sécheresse ronge les dernières espérances. Ici, les jeunes s'en vont, poussés par la faim, laissant derrière eux des familles épuisées et des villages qui se vident. Les chiffres sont éloquents. Sur 10 jeunes, 6 rêvent d'émigration, 3 partent vraiment, un seul revient. Les terres, autrefois fertiles grâce à des digues traditionnelles, ont été petit à petit grignotées par l'avancée du désert. Les souvenirs des années 80, où la grande sécheresse tua le bétail et força l'exode, sont gravés dans toutes les mémoires. Pourtant, au cœur de cette survie, un choc secoua le Burkina Faso. L'annonce d'un plan colossal, planter 200 000 hectares de cacao. La nouvelle se propagea comme une rumeur électrique. Dans les médias étrangers, entre Paris et Bruxelles, on oscilla entre sarcasme et anxiété. Peut-on vraiment faire pousser du cacao au cœur du Sahel sans s'y ruiner? Déjà, certains évoquaient l'ombre de dettes insurmontables, d'une folie nationale. Les experts du Fonds monétaire international citaient en exemple les échecs passés du Sri Lanka ou du Nigeria, où des plantations mal adaptées avaient englouti des millions de dollars sans jamais rapporter. Mais au Burkina Faso, un autre type de calcul était à l'œuvre, celui de la dignité retrouvée. Mais pour le capitaine Ibrahim Traoré, ce projet n'était pas une simple expérience agricole. C'était une déclaration de guerre à la fatalité. Il rêvait de semer la souveraineté là où, trop longtemps, n'avait fleuri que la dépendance. Le cacao, c'est la preuve que le Burkina Faso choisit enfin sa destinée, proclama-t-il devant le pays, la voix ferme. Il rappela à la nation que, dans les années 80, le Burkina Faso avait su bâtir des barrages, verdir des collines et transformer la famine en autosuffisance en moins de 5 ans. Pourquoi ne pas tenter cette fois-ci le pari du cacao? Il cita l'exemple d'Israël, qui a fait fleurir des oranges dans le Negev, ou celui de la Jordanie qui cultive des oliviers en plein désert. Les réactions furent immédiates. Chez les anciens, le doute dominait. Ici, le mil survit à peine. Alors, le cacao. Mais dans les yeux des jeunes, une flamme nouvelle vacillait. Rester, bâtir un avenir, ne plus penser à l'exil comme unique porte de sortie. Dans les écoles, les enfants dessinaient des cabosses dorées. Les soldats troquaient l'arme pour l'arrosoir. Les femmes, piliers invisibles des villages, montaient à leur propre pépinière, prêtes à défier la sécheresse. On vit même des imams et des prêtres bénir les premières graines, persuadés qu'une terre bénie pouvait, elle aussi, donner du cacao. Le cacao devint le prétexte d'une mobilisation inédite. Chacun, du chef de village à l'élève, se sentit interpellé par ce défi. Le pari était risqué, miser ses forces et ses faibles ressources, ou attendre encore l'aide extérieure, prisonnier du doute et du mépris. Mais l'enjeu dépassait le cacao. Il s'agissait de dignité, de pouvoir, d'avenir. Des réunions nocturnes s'organisaient sous les manguiers. On échangeait des recettes de compost. On testait des techniques d'irrigation goutte à goutte inspirées de l'Égypte. Les écoles devinrent des centres de formation, et des concours de la meilleure pépinière étaient lancés pour stimuler la créativité. Dans cette ferveur, chaque graine plantée était un acte de résistance. Le Burkina Faso ne voulait plus demander la permission de rêver. Comme la marche du sel de Gandhi, chaque geste était autant symbolique que pratique. Mais très vite, les premiers obstacles surgirent. La réalité implacable du Sahel allait bientôt éprouver la foi de tout un peuple. Les vents de sable recouvrèrent les jeunes pousses, les termites ravagèrent les racines, et les premiers bilans étaient sans appel. Sur 100 000 plantules, près de la moitié n'avaient pas survécu au premier mois. Les voix sceptiques se faisaient plus fortes, le doute s'insinuait dans les cœurs. Le rêve collectif vacille. Sécheresse, doute et premiers échecs viennent heurter l'enthousiasme. Comment transformer cette volonté en victoire contre un climat hostile? Les agronomes burkinabés, formés à Dakar ou à Accra, rentraient au pays pour proposer des solutions.
creuser des puits plus profonds, installer des filets d'ombrage, expérimenter des variétés hybrides plus résistantes à la chaleur. On s'inspirait des techniques de la permaculture, qui avaient permis à des villages du Niger de reverdir des terres mortes. Des campagnes de reboisement accompagnaient la plantation du cacao, avec des acacias pour protéger les jeunes plants du vent. Mais malgré tous ces efforts, il fallait composer avec une nature capricieuse. Quand le ciel reste sec et que les caméras venues d'ailleurs filment la terre craquelée, que reste-t-il à sauver? Ici, sous le soleil implacable du Sahel, la promesse de 200 000 hectares de cacao se heurte à la réalité. Sécheresse, jeunes plants qui meurent par milliers, champs vides sous le regard du monde. La presse européenne s'en régale. Cauchemar annoncé, titre-t-il, certains montrant les feuilles jaunes comme preuve de l'orgueil africain. Chacun y va de sa caricature. Des experts défilent pour juger et condamner. Il semble que la planète entière attende l'échec du Burkina Faso, comme si l'audace africaine devait fatalement se dissoudre sous ce soleil de plomb. Mais, face à la honte, une autre histoire s'écrit. Ibrahim Traoré, sans escorte ni discours, descend sur les parcelles. Il saisit une plantule morte, la brandit devant les caméras nationales et déclare « Celui-ci est tombé, mais nous nous relèverons, encore et encore. » L'échec n'est pas masqué, il devient un serment collectif. Le cacao n'est plus un pari économique. C'est la bannière d'une résistance, le symbole d'une dignité à reconquérir. Cette image rappelle celle du président brésilien Lula, qui, face à la déforestation de l'Amazonie, plantait symboliquement un arbre devant les caméras. Ici, l'enjeu est double, sauver les plants, mais aussi sauver la foi collective. Dans les villages, cette énergie circule de bouche à oreille, plus vite que la pluie n'arrive. Les coopératives s'organisent, les rondes nocturnes protégeant les plants, tous s'impliquent comme s'il s'agissait de leur propre chair. L'humiliation soude les liens. Paysans, femmes, enfants, soldats, tous veillent sur le rêve commun. Quand surgissent des rumeurs de sabotage, machines brisées dans l'ombre, puis empoisonnées, menaces anonymes, la réponse n'est pas la peur, mais la vigilance. Les radios communautaires diffusent des appels à l'unité. Ici, personne ne bradera la dignité du pays, ni ne cédera le cacao à des mains étrangères. Certains rappellent la lutte de la Bolivie pour récupérer le contrôle de son gaz, ou celle du Ghana qui, dans les années 60, avait tenté de nationaliser son cacao, malgré des pressions internationales intenses. On tente d'acheter la souveraineté à coups de contrats dorés, de promesses de fortune rapides. Mais le peuple refuse, et ce non, martelé sous les manguiers, devient acte de foi. Car il n'est plus question de sauver une récolte. Il s'agit de prouver au monde, et à soi-même, que la dignité n'a pas de prix. Des initiatives de commerce équitable voient le jour, des jeunes entrepreneurs rêvent de transformer les fèves sur place, de créer des chocolateries locales, comme au Rwanda, qui a bâti une industrie du café de spécialité malgré le scepticisme international. À chaque revers, pluie absente, sabotage nocturne, campagne de calomnie, la riposte est la même. Unité, solidarité, résistance. Le cacao, semaine après semaine, cesse d'être une graine. Il devient l'étendard d'une renaissance. Ce n'est plus le rêve d'un seul homme, mais un pacte partagé par tout un peuple. Les radios locales diffusent des chansons sur le cacao, les poètes écrivent des odes à la résistance, les enfants organisent des pièces de théâtre pour raconter l'épopée du cacao du Sahel. Pourtant, la saison avance et la pression s'intensifie. Des choix décisifs doivent être faits. Le sort du projet va bientôt se jouer sur le fil, entre abandon et transformation. Les autorités se tournent vers la diaspora, sollicitent les Burkinabés de l'étranger pour des transferts de compétences, des investissements solidaires. On expérimente des barrages mobiles, on creuse des mares artificielles, on échange avec des experts israéliens venus partager leur savoir en irrigation. Et si ce rêve, né au cœur du Sahel, bouleversait non seulement le destin d'un pays, mais celui d'un continent entier? Les premières victoires, aussi fragiles soient-elles, suscitent l'admiration des voisins. Comme le Rwanda après le génocide, qui a réussi à bâtir une économie numérique florissante, le Burkina Faso entend montrer que l'impossible n'est qu'un point de départ.
Les toutes premières fèves de cacao burkinabé ne quittent pas le pays. Elles sont partagées, offertes avec solennité dans chaque village. Comme un festin de rupture, on les déguste, on les bénit, on les transmet aux anciens, aux enfants, aux artisans. La récolte devient un rite d'appartenance, de fierté retrouvée. Jadis inconnu sous ce ciel, le cacao s'élève désormais en symbole de résilience et d'avenir. Les griots composent des chansons pour glorifier la première tablette de chocolat du Sahel, et les femmes inventent des recettes mêlant cacao, mil et miel. Le miracle franchit vite les frontières. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, on débat dans les radios, on observe, intrigué. Bientôt des délégations venues de Lagos, d'Abidjan ou de Bamako foulent la terre rouge de Koudougou. Comprendre, apprendre, s'inspirer. Un effet domino s'enclenche. Partout, le mythe de l'impossible s'effrite. Une identité panafricaine du cacao émerge. De simples graines naît une vague de solidarité et de défis. Des forums sont organisés à Dakar pour partager les techniques. Des jumelages de coopératives voient le jour. Comme lors de la création de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, les producteurs africains rêvent d'une OPEP du cacao, capable d'imposer ses conditions sur le marché mondial. Sur les marchés mondiaux, la nouvelle fait vaciller les certitudes. À Londres, à New York, les traders s'inquiètent, l'équilibre change. Les puissances coloniales, déstabilisées, multiplient les réunions secrètes. Qui contrôle le cacao détient un levier stratégique, une part d'imaginaire collectif. Les rapports de force se brouillent, les contrats sont renégociés. Pour la première fois, l'Afrique s'invite à la table sans baisser les yeux. Certains comparent la situation à celle du pétrole dans les années 70. Un petit pays, en changeant la donne sur une ressource clé, peut faire trembler l'ordre établi. Mais la révolution dépasse l'économie. À Ouagadougou, des fresques et des graffitis célèbrent la récolte. Des chansons naissent, des enfants scandent « cacao ou mort », mais toujours dignité. Les artistes réinventent la langue, la mode, les saveurs. Le cacao s'infiltre dans les mariages, les proverbes, les rêves des jeunes. Ce qui n'était qu'une culture devient une culture au sens fort, une renaissance collective. On voit apparaître des festivals du cacao, des concours culinaires, des vêtements au motif de cabosse. Le projet inspire une confiance inédite dans la souveraineté africaine. Les écoles transmettent l'histoire de cette odyssée, les universités analysent ce modèle d'innovation enraciné et de résistance pacifique. Le Burkina Faso, hier réduit au silence, devient le phare d'une Afrique debout, inventive, qui refuse la fatalité. Des chercheurs publient des articles sur la révolution du cacao, et des étudiants burkinabés exposent à l'étranger sur leur réussite, changeant le regard du monde. Mais face à l'admiration, les menaces s'intensifient. Des sociétés étrangères tentent d'imposer leurs intermédiaires, de corrompre, de saboter. Pression diplomatique, campagne de désinformation, tentative d'infiltration. Tout se joue autour de cette ressource, clé de l'indépendance. Qui remportera ce bras de fer? Les autorités burkinabées s'inspirent de l'expérience de la Malaisie, qui a su préserver la maîtrise de son huile de palme face aux convoitises étrangères. Elles créent des agences de contrôle, forment des inspecteurs, mettent en place des quotas pour éviter la mainmise extérieure. Un pays en éveil, un continent en suspens. Mais l'histoire n'a pas encore livré son verdict. La vigilance est constante, car chacun sait que le moindre signe de faiblesse sera exploité. Au-delà du fruit, c'est tout un mode de pensée et de vie qui a germé dans le Sahel. Le cacao n'a pas seulement fleuri sur des terres assoiffées, il a transformé l'âme d'un peuple et redessiné le destin d'un continent entier. Dans chaque village, l'arrivée du cacao a servi d'étincelle. Des écoles délabrées ont été reconstruites, de nouveaux dispensaires ont vu le jour, et la jeunesse autrefois résignée à l'exil recommence à rêver d'avenir ici, sur la terre de ses ancêtres. Le cacao, simple graine, est devenu catalyseur. Il a revitalisé les villages, rassemblé les familles et offert à des milliers de jeunes une raison d'espérer, de bâtir, de rester. Des jeunes formés à l'étranger reviennent créer de petites entreprises, des coopératives féminines innovent dans la transformation locale,
des microcrédits permettent d'acheter de nouveaux équipements. Mais la véritable révolution a lieu à l'intérieur. Désormais, du baptême aux funérailles, le chocolat burkinabé s'invite sur les tables, symbole d'une identité retrouvée. À chaque fête, une tablette partagée rappelle la victoire sur la fatalité. Dans la peine, une tasse de cacao rapproche la communauté, comme une main tendue, fière et douce. Le cacao n'est plus un produit d'importation. Il est devenu signe de fierté nationale, de lien entre générations, de promesses tenues. On raconte que lors d'un mariage à Dédougou, la dot comprenait désormais un panier de fèves. Dans les écoles, on enseigne l'histoire du cacao comme symbole de résilience. Plus profonde encore, la révolution psychologique. Pour la première fois, l'Afrique découvre qu'elle peut bousculer l'ordre mondial sans demander la permission. Au Burkina Faso, les moqueries d'hier ont laissé place à une certitude. Rien n'est écrit d'avance, tout peut se conquérir. Le cacao a brisé le miroir du mépris, donnant au peuple la force de croire en sa propre parole, de s'organiser, de résister. Des psychologues notent une hausse de l'optimisme chez les jeunes, une baisse des intentions d'exil, un sentiment de fierté collective inédit. Ce souffle ne connaît plus de frontières. Du Sénégal au Ghana, de l'Éthiopie à la Côte d'Ivoire, une alliance panafricaine inédite grandit. Les peuples échangent techniques, semences, encouragements. Les vieilles rivalités s'effacent devant une confiance retrouvée. Si le Burkina Faso peut relever un tel défi, pourquoi pas le reste du continent? Le renouveau ne se limite plus à un pays. Il annonce une renaissance africaine faite d'audace et de solidarité. Des plateformes numériques partagent les bonnes pratiques, des salons agricoles réunissent les paysans du Sahel et du golfe de Guinée. On rêve à des routes du cacao reliant les capitales africaines. Mais choisir ce chemin, c'est accepter un nouveau risque, celui de devoir défendre sa souveraineté face à des dangers inédits. Car posséder les outils pour ne plus dépendre, c'est aussi éveiller d'autres ambitions, d'autres regards, parfois de convoitise, parfois de crainte. Ce que le Burkina Faso vient de conquérir, ce n'est pas seulement une récolte, mais la conscience aiguë que la liberté se cultive chaque jour et qu'aucun peuple ne pourra plus jamais l'ignorer. Les autorités investissent dans la formation à la cyberdéfense, dans la traçabilité du cacao, et créent des alliances diplomatiques pour protéger leur modèle. Alors, comment nourrir cette flamme pour qu'elle ne s'éteigne jamais? Des campagnes de sensibilisation sont lancées. Des festivals de la terre célèbrent chaque année les pionniers du cacao. On encourage la relève, on crée des prix pour les jeunes innovateurs, on multiplie les échanges avec d'autres pays du Sud. Mais derrière chaque victoire, de nouveaux défis surgissent. Le rêve collectif doit désormais survivre aux tempêtes qui s'annoncent. Les enjeux climatiques restent entiers, la pression démographique s'accroît, et la tentation de la facilité vendre aux plus offrants, céder à la corruption, guette toujours. Mais le peuple burkinabé, fort de ces épreuves, sait désormais que rien n'est irréversible tant que la volonté collective demeure intacte. Si le cacao a fleuri dans la poussière du Sahel, qu'est-ce qui t'empêcherait, toi, d'oser l'impossible? Regarde bien. Au Burkina Faso, sur une terre que l'on disait stérile, un peuple a refusé le fatalisme. 200 000 hectares de cacao, cela ne se plante pas seulement avec des mains, mais avec une volonté farouche de dignité et de rébellion silencieuse face au mépris des puissants. Ce chantier n'est pas né d'un simple rêve. Il a germé d'un refus profond, de l'humiliation, d'un désir ardent de souveraineté. Ibrahim Traoré, par sa parole aussi acérée qu'une faucille, a semé bien plus qu'un arbre. Il a réveillé chez les Burkinabés, et chez bien d'autres Africains, une question essentielle. Qui décide de nos limites? Qui osera encore prétendre nous dicter ce qui est possible? Jour après jour, les voix sceptiques se sont tues devant la force du collectif. Femmes, enfants, soldats, vieillards, tous ont porté, planté, bâti. Leurs mains usées, leurs ongles cassés, racontaient une fierté nouvelle, celle d'être acteurs de leur propre histoire. Chaque goutte d'eau versée sur une plantule était un acte de résistance, chaque chant entonné dans les champs, une déclaration de liberté. Là où les experts annonçaient l'échec, les cœurs, eux,
choisissaient d'espérer. Le Sahel, trop sec, trop pauvre, trop risqué. Non, juste assez vaste pour accueillir une révolution. Le vrai miracle n'est pas que le cacao prenne racine, mais que la dignité, elle, ne meure pas. Ce peuple l'a compris. Un pays qui ose rêver, même au désert, est déjà libre. Mais cette histoire n'est pas qu'un symbole national. Elle s'adresse à chacun de nous. Nous aussi, nous vivons cernés par les voies du doute. Impossible, insensé, perdu d'avance. Le plus grand risque n'est pas l'échec, c'est de ne jamais essayer, par peur du ridicule, par fatigue de la lutte ou par habitude de la dépendance. Restes-tu simple spectateur de la prochaine page de l'histoire africaine? Ou choisis-tu, toi aussi, de t'emparer du rêve, de risquer une part de toi et de bâtir ce que d'autres croyaient impossible? Le cacao n'est qu'un début. La souveraineté ne s'obtient pas, elle se cultive, parfois à main nue, toujours à cœur ouvert. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui t'empêche de planter, toi aussi, ta graine d'impossible? Qu'est-ce qui nous retient, sinon la peur héritée des défaites d'hier? Si le Burkina Faso a pu faire germer une promesse dans le désert, qui peut dire ce que ton pays, ta génération, ton peuple accompliront demain? Le choix est là, devant toi. Continuer à regarder le monde décider pour toi, ou saisir la pelle, la parole, la plume, et rejoindre ceux qui ne veulent plus jamais courber l'échine. Car chaque victoire collective commence par une étincelle individuelle. Chaque révolution naît d'un cœur qui refuse la résignation. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un cacao, ni d'un président. C'est l'histoire d'une question, la liberté, ça se quémande ou ça se conquiert. Les Burkinabés ont choisi leur réponse. À toi, maintenant, d'écrire une nouvelle page pour ta propre terre, pour ton avenir. Si tu crois que rien n'est figé et que le courage peut plus que le fatalisme, n'attends pas qu'on t'ouvre la voie. Prends exemple sur le Sahel. Inspire-toi des semeurs de demain,